funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. C'est un délit Ouais. de frapper ses enfants. Oui, donc, mais c'est ce qu'ils me comme ça. disent. C'est ce Est-ce qu'ils me que- disent. bah, C'est important de le rappeler. Non mais oui. Alors pourquoi on considère qu'ils sont en danger? Est-ce que ce sont les parents, le danger, ou est-ce que c'est autre chose? On a dit que à chaque fois qu'il y a une forme de fermeté, on dit que c'est pas bien. Ouais. Personne n'a le monopole de la bonne éducation. L'accompagnement auprès des parents, ce sont les éducateurs. Il faut que les Oui. éducateurs aussi soient sensibilisés aux spécificités culturelles. Bonjour à tous, c'est Alison des Funérailles des Tabous. Comme vous le savez, certaines histoires ne doivent plus rester dans l'ombre. Elles peuvent prévenir, elles peuvent inspirer, guérir ou réveiller une vérité que beaucoup n'osent pas ou n'osent plus dire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous lançons un appel à témoignage. En effet, si vous avez vécu une histoire forte, bouleversante, ou tout simplement porteuse d'un message essentiel, si votre parcours peut éclairer, sensibiliser ou protéger d'autres personnes, alors, s'il vous plaît, partagez-nous votre histoire. Nous voulons vous entendre. C'est la raison pour laquelle les histoires retenues feront l'objet d'émissions spéciales. Et vous serez invités directement sur notre plateau pour les partager avec la communauté. Donc, pour ce faire, envoyez-nous un mail, votre témoignage ou un simple message de présentation. Pour ce faire, vous nous l'envoyez à l'adresse lesfunéraillesdestabous@gmail.com. Je répète, lesfunéraillesdestabous@gmail.com, car votre histoire mérite d'être entendue. Et ensemble, comme d'habitude, nous continuerons d'enterrer les tabous. Merci pour votre attention, à très vite. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode des Funérailles des Tabous. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. La famille, c'est le premier refuge, la première école, les premières frontières. Elle est censée être le socle sur lequel l'individu se construit, s'élève, se prépare à affronter le monde. Mais entre droits et devoirs familiaux, entre ce qu'on devrait donner et ce qu'on devrait recevoir, le fossé peut parfois être immense. Et dans de nombreuses familles afrodescendantes, les tensions héritées de l'histoire, des blessures placées, les non-dits, rendent finalement ce terrain encore plus fragile. Nous avons aussi des violences, des silences imposés, des responsabilités écrasantes ou des abandons d'obligations élémentaires. Nos familles sont parfois le lieu d'amour, mais en même temps un lieu de souffrance. Aujourd'hui, nous avons choisi de poser des mots sur ces réalités. Sans masque, sans faux semblant. Pour m'accompagner dans cette exploration essentielle, 3 regards aiguisés. La première, Jessica, médecin psychiatre. Celle qui soigne ce que l'œil ne voit pas. Elle écoute les blessures muettes et répare les fractures de l'âme. Merci, effectivement, Jessica William. Je suis un médecin psychiatre engagé pour la restauration psychique des personnes ancestralement concernées par l'esclavage et la colonisation. Et je vais rebondir sur les propos de notre invité dans cet axe-là. Ok. Nous avons aussi Dia, sociologue, le cartographe des relations humaines. Il décode nos héritages, analyse nos silences et nos transmissions inconscientes. C'est un honneur d'être là, c'est bien Dia. Ce sera un regard de sociologue, mais beaucoup plus simplement de père. Et une des questions qui se posera pour moi, c'est voir comment le droit, quelquefois, entraîne une amputation symbolique du point de vue culturel chez certaines populations. Et pour finir, Bachois, notre coach love, le jardinier du lien, celui qui tente de remettre de l'amour là où parfois les ronces du ressentiment ont poussé. Entre vérité affective et stratégie de réparation, il sait que l'amour, lui aussi, se cultive. Bonjour à tous, moi c'est Bachwa Mosengo, coach love, entrepreneur, et je suis très content d'être avec vous sur ce plateau. Et moi je pense vraiment que la base, pour que notre peuple puisse se réparer, s'épanouir, c'est l'amour. Donc je suis venu apporter ma petite pierre à l'édifice aujourd'hui. Merci. Avec eux, nous allons ouvrir une discussion aussi profonde que nécessaire. Et pour enrichir ce moment, nous avons l'honneur d'accueillir une avocate que je vais laisser se présenter. Françoise ?
Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Françoise Osanga Biolay. Je suis avocate au barreau des Hauts-de-Seine et j'interviens principalement en droit de la famille, des personnes et du patrimoine. Et à cet égard, j'accompagne les familles afrodescendantes dans toutes leurs problématiques liées au droit de la famille. Bienvenue dans les funérailles des tabous, version podcast, là où nous enterrons les silences pour faire naître de vraies conversations. Alors, effectivement, nous avons parlé de droit de la famille. Est-ce que, Françoise, dans ta réalité professionnelle, est-ce que tu vois des singularités associées à la communauté afrodescendante en ce qui concerne justement des problèmes familiaux? Alors, la principale singularité, je dirais que c'est le côté procédural. Ok. Les familles afro, les hommes et les femmes, tardent à engager les procédures. Et donc, plus on tarde à engager les procédures, plus on tarde à mettre un cadre pour gérer une séparation en particulier. Hein. Et voilà. Et en fait, parfois, en tardant à mettre en place ce cadre, on laisse aussi le conflit entre les parents s'installer. S'intensifier peut-être S'intensifier aussi. Ok, donc ça, c'est la particularité dont tu as parlé. Et Bashwa, en termes de coach love, qu'est-ce que tu vois, toi, dans ta réalité? En fait, il faut qu'on réalise quelque chose, c'est que la communauté afrodescendante, elle n'a pas le même passé que la communauté, par exemple, européenne. Ça veut dire que les conflits que l'on a, on part pas de la même base. Du coup, je pense que des fois, on demande certaines choses aux afrodescendants, mais qui ne sont pas forcément automatiques pour elles. Parce que notre communauté, elle a été beaucoup, on sait, la souffrance, bon, je vais pas revenir dessus, mais du coup, comme on a quand même un passé lourd, ça laisse des traces. Hein. L'épigénétique nous parle de ça, c'est l'influence de l'environnement sur les gènes, etc. Bon, on a beaucoup de traumatismes. Et je pense que c'est quelque chose, je suis très content qu'on ait des personnes qui travaillent avec des afrodescendants pour aborder les traumatismes, mais par des afros. Parce que des fois, même une personne qui peut être européenne ou occidentale qui veut t'aider, des fois, il y a une distance culturelle. Je parle pas de racisme, hein, je parle de distance culturelle naturelle qui fait que des fois, on ne se comprend pas. Et des fois, c'est ce lien de confiance-là qui a du mal à se créer, qui fait que des fois, on n'a pas forcément envie d'entamer une procédure, pas parce qu'il n'y a pas un problème à régler, mais parce que des fois, on ne s'identifie pas forcément à la personne qui est censée nous accompagner. Okay. Voilà. Peut-être, Jessica, et toi, dans ton quotidien, professionnellement, est-ce que tu vois des singularités, justement, en ce qui concerne la famille afrodescendante? Oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé particulièrement en Guadeloupe. Et j'ai validé la thèse de mon doctorat. Enfin, j'ai validé mon doctorat par une thèse qui aborde justement la question de la transmission transgénérationnelle de la violence dans l'éducation. J'ai pas forcément pu approfondir dans les liens intrafamiliaux en général, mais en tout cas sur ce qui concerne l'éducation, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui nous viennent de l'histoire, qui nous viennent d'une singularité particulière qu'ont connue de la violence qu'ont connue les populations afrodescendantes. Et donc, j'aurai l'occasion de vous présenter au cours de l'émission un petit peu plus dans les détails de quoi il s'agit en termes de particularités. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ne serait-ce que de se poser la question, parce que parfois, on va reproduire des schémas, on va répéter des comportements qu'on pense être liés à une culture, alors qu'en fait, c'est pas lié forcément à une culture très ancienne, c'est lié aux dommages collatéraux d'une histoire coloniale qui est très récente. Et donc, c'est intéressant de se dire ce que je répète là dans mon comportement, que ce soit avec mon conjoint, ma conjointe ou mes enfants, d'où ça vient. Ouais. Est-ce que c'est un héritage très... est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de répéter aussi, ou est-ce que c'est quelque chose que je peux me permettre de remettre en question, parce que finalement, je prends conscience que c'est un héritage d'une histoire qui a été particulièrement violente et barbare. Et toi, Dia, dans ton quotidien? Dans mon quotidien, moi, je suis sociologue, mais je suis médiateur également, médiateur culturel. Et à ce titre, je travaille avec beaucoup d'adolescents, de jeunes, et je peux être équipé aussi d'outils liés à l'ethnopsychiatrie. Concrètement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais, Bashwa, c'est qu'il y a certains prérequis, comme le côté procédural que demande le droit, formel et froid, qui, lorsqu'on les demande à une communauté qui est sortie de plusieurs traumas, comme Jessica, tu viens de le mentionner, en fait, on leur demande un palier qui n'est pas pris en compte, en fait, par l'outil. Donc, moi, ma vraie question aujourd'hui, c'est re-questionner les outils et théoriques et pratiques que nous avons en tant que sociologue. Quand je m'approche d'un jeune qui est dans une situation où sa famille a éclaté, des fois, c'est des enfants, des jeunes qui sont placés,
on va me dire de traiter le symptôme, alors que pour moi, c'est quelquefois un texte et on oublie le contexte, qui est un contexte qui demande un particularisme qu'il me semble que le droit ne permet pas de mettre en lumière. À vous la charge de me faire voir en quoi. Et d'un autre côté, quand je questionne nos propres outils, docteur William, je m'interroge. Si on tient compte, lorsqu'on approche de certains jeunes qui sont issus des communautés afrodescendantes, que ce qui est l'appareil psychique, la psyché de l'individu, telle qu'elle a été formalisée, analysée par Freud, correspond en fait à un tissu de relations, à une culture chez nous. Et que juste considérer le malheur qui s'abat sur un individu sans tenir compte du collectif, c'est pas forcément sur le plan opérationnel. Pertinent. Voilà, c'est pas forcément. Je Optimal. me permettrai pas de dire pertinent parce que je m'interroge vraiment et j'invite tous ceux qui regardent à s'interroger avec. Je me demande si on a les outils théoriques qui nous permettent de pouvoir toucher à la réalité et agir dessus. Je dirais qu'on les a de plus en plus. Depuis les années 60-70, il y a une discipline qui s'est créée qui s'appelle la psychiatrie transculturelle, qui vise justement à analyser les troubles psychiques en remettant dans le contexte culturel particulier du sujet, parce qu'il y a des choses qui nous échappent ou qui pourraient être mal interprétées si on ne replace pas les troubles psychiques dans un contexte culturel particulier où chacun, en fonction de sa culture, va avoir un rapport à son corps différent, un rapport aux liens fraternels, familiaux différents, un rapport ontologique aussi sur ce qui a créé le monde, gouverne le monde, etc. Et donc, il y a des perceptions qui peuvent paraître pathologiques au sens, je veux dire, européen, dans l'axe de la culture européenne, qui en fait ne relèvent pas forcément du pathologique lorsqu'il concerne. Je vais citer un exemple très précis. On sait par exemple que chez les personnes afrodescendantes qui présentent un syndrome dépressif, on va avoir une surexpression de syndromes qui vont être interprétés comme délirants par des médecins qui n'ont pas forcément la connaissance de ce phénomène. Et donc, moi, j'ai régulièrement des patients à qui on prescrit des traitements antipsychotiques, c'est-à-dire des traitements pour justement juguler un épisode délirant, alors même qu'on est en face d'un épisode dépressif. Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle des défenses psychologiques qui vont se mettre en place pendant la dépression et qui vont en fait se manifester sous la forme d'un discours qui peut paraître délirant, mais qui, remis dans un contexte culturel particulier, n'appartient pas du tout à l'ordre d'un délire, au sens de on perd le contact avec la réalité, mais appartient bien à une réalité culturelle. Donc, c'est pas du tout un syndrome délirant. Et il y a des personnes qui se retrouvent malheureusement avec une mauvaise thérapeutique du fait de cette lecture tronquée. Et ce que je constate en psychiatrie, je pense que ça peut être aussi le cas dans une institution judiciaire où finalement, par exemple, ça peut être parfois le frère maternel qui fait office de père symbolique dans les sociétés matriarcales. Et moi, par exemple, j'avais aussi beaucoup de confrères en consultation qui me disaient « mais je ne comprends pas pourquoi c'est toujours plus l'oncle maternel qui vient en consultation avec comme si c'était un abandon de la place du père ». Mais en fait, dans les sociétés matriarcales, les oncles maternels ont un rôle symbolique de père dans la famille. Et le père biologique va lui avoir une autre place pour l'enfant. Donc, c'est vrai que ça, c'est des biais d'interprétation. C'est-à-dire qu'un juge qui n'aurait pas cette lecture-là, il va pouvoir se dire, mais attendez, où est le père ? Et puis, que vient faire le frère dans cet espace, par exemple, je caricature peut-être, vous allez nous dire, Françoise, mais en tout cas, ça peut constituer des biais de lecture, d'interprétation, alors même qu'en fait, finalement, dans cette culture-là, il n'y a pas de problématique de place. C'est vraiment génial. Moi, j'aurais aimé entendre et le droit et des aspects. Oui, alors déjà, ça dépend en droit de quoi on parle. Si on parle vraiment de... Parce qu'il y a là deux procédures un peu qui peuvent être engagées, en fait, quand une famille se sépare. On va dire, la première, la principale, c'est on va devant le juge aux affaires familiales parce que donc les deux parents se séparent et qu'il faut fixer un cadre. Dans ce cadre-là, les seules personnes qu'on va entendre, c'est le père et la mère. Donc après, la famille, on ne va pas l'entendre. Il y a pas de... C'est parce que les seules personnes qui sont titulaires de l'autorité parentale sont les parents. Donc dans ce cas-là, même si effectivement, peut-être que c'est le frère de la mère qui intervient beaucoup, qui est une figure parentale, mais ça les regarde et ça... C'est ce que j'appelle vraiment amputé symboliquement. Ça va pas amputer, puisqu'en fait, le juge, dans ce cadre-là, il est juste là pour dire, chez qui l'enfant réside, quels sont les droits qu'aura l'autre parent,
et le montant de la pension alimentaire. Que finalement, que ce soit l'oncle ou un oncle qui a aussi une figure parentale importante, ça n'a pas d'incidence. Et c'est là que ça devient très intéressant. Pour moi, il faut aller dans l'histoire. Il faut savoir que le droit qu'on pratique en Occident, c'est pas forcément le droit qu'on va pratiquer en Afrique, en Asie. Donc pour moi, même quand on dit le droit international, non, pour moi, c'est plutôt un droit occidental en général qu'on a voulu nous imposer. Mais on n'a pas la même notion de la justice. Et pour moi, l'univers, c'est l'unité dans la diversité. Donc plus on accepte qu'il y a d'autres personnes qui pensent pas comme nous, plus on est riche mentalement. Chez nous, en Afrique, la famille papa-maman n'existe pas. Par exemple, on voit que dans la tradition, l'oncle, c'est le frère de la mère. Mais les frères du père ne sont pas les oncles, ce sont les pères. C'est-à-dire que moi qui suis le père, mon frère est considéré comme le père de mon fils aussi. L'oncle maternel. Voilà, et l'oncle maternel, lui, c'est l'oncle. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe où dans l'éducation d'un enfant, et là je parle de vécu, je vais donner un peu ma vie à moi, quand j'ai eu des conflits familiaux et qu'à un moment j'avais un père qui avait une autorité vraiment, et quand c'était compliqué, à un moment et qu'on communiquait plus, c'est la famille de ma mère qui a pris le relais. Excuse-moi, il y a un point. Tu as dit l'oncle matériel, lui, c'est l'oncle. En fait, dans oncle, là, par exemple, Congo, par exemple, on va dire Ngouba. Il faut que tu expliques la notion d'oncle. Le juriste va voir oncle simplement, mais il y a autre chose. Voilà, la notion de l'oncle, du noko, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on explique pour qu'on puisse comprendre, hein. C'est qu'en fait, comme je suis le fils de mes deux parents, mais chez nous, la maman a un rôle très important. Donc, du coup, on dit que tu as le sang. En fait, tu es le fils de ton père et de ta mère, mais surtout de ta mère. Du coup, moi, par exemple, je suis issu d'une famille royale au Congo, chez les Sakata, et la royauté se transmet par la mère. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que si comme maintenant... en Angleterre. Exactement. Maintenant, moi, je suis content qu'il y ait des personnes comme ça parce qu'elle a pénétré le système et elle le connaît. Maintenant, je pense que pour s'enrichir, je pense que nos savoirs ne se sont pas totalement perdus. Ils sont chez nos mamans, chez nos tantes, chez nos grands-parents, qui peuvent compléter finalement tout ce qui est... Mais dans tous les cas, attendez, parce que je suis d'accord avec toi, Bachoua, mais dans tous les cas, on ne peut pas nier l'environnement et les codes de notre environnement dans lequel on est. Qui ont détruit aussi quelque part. Ça, parce que le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, quand tu viens voir, tu dis le père nous, en fait, la famille nucléaire qui vient d'abord du patriarcat, parce qu'à la base des bases, dans le patriarcat, c'était quoi ? C'était des familles nomades. Vous voyez, donc papa, maman, enfant, c'est quelque chose qui est totalement européen. Nous, on a toujours vécu en communauté, donc on n'a pas la même notion de la famille. Par exemple, chez nous, le cousin n'existe pas de base. Est-ce que vous voyez comment ça change tout ? C'est-à-dire que comme on ne voit pas les choses pareilles, on se retrouve en face d'un juge qui ne nous comprend pas. Donc, il va prendre des décisions. Et moi, je le vois sur le terrain. Déjà, les divorces explosent, mais souvent, les relations sont très conflictuelles. Après, parlons des moi, conséquences. j'ai Attendez, surtout avant qu'on aille dans le fond du sujet, parce que des fois, vous parlez de conséquences, mais vous ne les mentionnez pas. Là, tu les as mentionnées. Le divorce, là, toi, tu as mentionné la séparation. La succession. En fait, ce qu'il dit, là où je il y a les abandons d'enfants. Alors, voilà, moi, je voulais apporter un bémol parce que vous avez rebondi sur mon propos en parlant des séparations, des divorces. Moi, j'ai surtout été confrontée à des situations qui concernaient plutôt le juge des enfants, avec la question des maltraitances intrafamiliales et des placements en foyer. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours quand même de mamans qui me disaient, mais voilà, par exemple, on n'a pas voulu entendre mon frère alors que je vais élever cet enfant. Vous voyez, c'est-à-dire que la question, c'est comment finalement accompagner une famille dans des situations parfois très difficiles, comment penser le placement d'un enfant qui subirait de la maltraitance de la part d'une personne, d'un membre de la famille, si on n'a pas si la personne qui est censée prendre la meilleure décision possible pour cette famille n'a pas forcément en tête tout le contexte culturel qui peut expliquer que à ce moment-là, c'est plutôt telle personne qui va être présente dans les rendez-vous et pas une autre. Et que ça n'a pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est plutôt le cadre, on va dire, d'interprétation. Alors même si je trouve que ça évolue quand même favorablement, mais il y a quand même parfois des incompréhensions et des quiproquos. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, que ce soit dans la discipline médicale ou dans la discipline judiciaire, que les gens aient bien notion qu'il existe plusieurs façons de faire famille et qu'en fonction de sa culture, on n'a pas la même façon de faire famille. Bien et chez sûr. nous, il y a quelque chose quand même de très particulier. Mais là, dans cette procédure-là qui est particulière, l'avocat n'est pas obligatoire. Et dans ces cas-là, quand les parents ne sont pas accompagnés d'avocats... Excusez-moi, petite question. Dans quelle procédure l'avocat n'est pas obligatoire ? C'est intéressant, ça. Alors Surtout ce qui va là, concerner. dans tout ce qui est assistance éducative, D'accord. l'avocat pour les parents n'est pas obligatoire. Et donc, effectivement, s'ils n'arrivent pas à expliquer eux-mêmes, et ben, ils vont être, s'ils n'arrivent pas à expliquer, ils vont pas être compris. Enfin, voilà. Donc, d'où l'intérêt d'être accompagné dans ces procédures-là d'un avocat qui va nous comprendre et qui va pouvoir expliquer au juge toutes ces spécificités-là. J'ai une petite question. C'est intéressant ce que comprendre vous le dites. Ça veut français. dire que vous conseillez à des familles qui parfois sont un peu en difficulté, sont dans une impasse, de s'entourer d'avocats qui puissent, comme vous, porter la parole Bien et sûr. apporter... En fait, Excusez-moi, même je dans une garde à m'inscris en vue, faux. l'avocat n'est pas obligatoire Oui. et pourtant, il est fortement conseillé. Voilà, en fait, dans toutes les procédures, même quand c'est pas obligatoire,
obligatoire, il faut se dire, en fait, j'en ai encore plus besoin. Parce que je vais me retrouver seule face à cette institution judiciaire qui ne va pas forcément me comprendre ou qui va peut-être parfois me juger, etc. Tout à fait. On rappelle qu'il y a l'aide juridictionnelle pour les personnes qui pensent ne pas pouvoir prétendre financièrement à l'aide d'un avocat. Oui. Il y a une procédure avec l'aide juridictionnelle qui fait qu'on peut bénéficier d'une prise en charge, c'est ça, de vos... Alors non, c'est vos pas honoraires. c'est pas une prise en charge puisque c'est juste l'avocat sera rétribué par l'État. Donc D'accord. il faut juste faire cette demande, que cette demande soit acceptée. On peut la faire en ligne maintenant et ça va très vite. D'accord. Euh, C'est important, voilà, pour les Très familles vite, qui très se vite, privent ça veut dire parfois. Ça dépend des cas non, oui, effectivement, ça peut dépendre, mais ça peut. Aujourd'hui, on est sur même pas un mois parfois, en Moi, je fonction suis des barreaux en révolté, fait. par ce que j'entends, je suis vraiment révolté parce que ce que j'entends en réalité, c'est que pour vous, les outils tels qu'ils existent, Dr Williams, en fait, il suffit que quelqu'un comprenne la personne. Et j'entends en face de moi, maître, vous dites que voilà, ils se font accompagner, quelqu'un qui comprend. Et en général, ils se font pas comprendre. Mais je dis, ce n'est pas que le texte. On a eu un cas, justement, où on est en présence de deux droits, en réalité. Il y a un droit qui est légitime et accepté ici, c'est le droit Étatique. voilà, avec lequel on fonctionne, qui protège. Légal Mais qui pour pose- moi, mais est-ce que forcément légitime? Voilà. C'est encore une autre Qui question. pose des limites à un autre droit qui fonctionne dans l'esprit des gens et qui a un héritage anthropologique, on va dire, du droit coutumier, traditionnel, quelquefois, quel que soit le mot. Et j'ai l'impression que du point de vue du savoir occidental, sociologique, psychiatrique, juridique, anthropologique, ethnologique, en fait, il y a une position de surplomb qui fait que on se dit que comprendre la personne en face, c'est juste parler avec lui. Alors que derrière le mot oncle, il y a tout un univers et des références culturelles. Ma question, c'est celle-ci. Quelles sont les solutions que vous, en tant que juriste, vous pouvez fabriquer pour faire correspondre les attentes culturelles avec l'apparatus, l'appareil juridique qu'on a dans les sociétés en Occident? Wow. Ou simplement, c'est de dire, c'est le droit qui s'applique tel quel, bim, et on tronque les familles. Bah, un peu parce que en fait là, c'est pas tout le monde, toutes les familles n'arrivent pas devant le juge des enfants. Autant toutes les familles où il y a des séparations vont arriver plus ou moins vite devant le juge aux affaires familiales. Et dans ce cas, on n'est pas là sur. Et le juge aux affaires familiales, il est là pour juste dire bah, est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Est-ce que votre accord me paraît dans l'intérêt de l'enfant? Bah oui. Dans ce cas, j'homologue votre accord et j'y touche pas en fait. Ça sera votre accord qui va primer. Et dans tous les cas, même si vous pouvez toujours le changer librement. Donc, c'est vraiment la famille. Donc, pour le coup, le juge aux affaires familiales va prendre en compte les spécificités de cette famille, puisque, voilà, il va homologuer l'accord de la famille. Quand il n'y a pas d'accord entre les parents, c'est là qu'il va devoir forcément trancher entre une vision des choses du père et une vision des choses qu'aura la mère. Donc, il va devoir trancher. Devant le juge des enfants, là, c'est différent, parce que ce n'est pas tous les enfants qui arrivent devant le juge des enfants. Ce sont les enfants qu'on considère en danger. En danger. D'accord. Et donc, pourquoi? Alors, déjà, il faut savoir pourquoi on considère qu'ils sont en danger. Est-ce que ce sont les parents, le danger, ou est-ce que c'est autre chose? Peut-être, voilà, un enfant qui commet des délits, etc., c'est pas forcément la faute des parents. Ce sera parce qu'il aura commis des délits, etc. Et dans ce cas, on va considérer qu'il est en danger, mais ce sera pas les parents. Là, quand ce sont les parents, le danger, bah, forcément, à quoi est dû ce danger? Est-ce que c'est des violences? Bah, dans ce cas, ce sont des violences. Ça peut être une conception de l'éducation, ou bien... Conception. Mais de quoi on parle, en fait? Tout va dépendre de quoi on parle. Si on part sur l'exemple typique quand même de la question des violences éducatives, admettons, dans la communauté... J'aime bien comment tu dis ça, violence éducative. La ceinture, c'est ça que tu parles. Oui, non, Bah, mais c'est ça, la violence c'est éducative. important de poser le mot. Moi, j'ai Bien des sûr. personnes qui se sont révoltées quand elles ont entendu ce propos, qui est un terme qui a été quand même... Il faut bien nommer les choses. À un moment donné, il faut différencier la maltraitance de ce qu'on appelle la violence éducative. Il y a des personnes qui s'offusquent parce que pour eux, violence ne peut pas être associée à éducation. Et pour autant, on constate que pour beaucoup de personnes, cette question-là ne fait pas de doute. C'est-à-dire que la violence, l'éducation et la violence sont deux notions, sont deux concepts qui sont associés. Moi, ma question, par exemple, quand j'ai travaillé sur cette thèse, c'était d'essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui faisait que, aux Antilles, dans le contexte antillais particulièrement, de la Guadeloupe notamment, parce que c'est l'échantillon de population sur lequel j'ai travaillé, pourquoi est-ce que l'utilisation de la violence était jugée parfois si nécessaire par les parents?
Nécessaire. Attention, je ne parle pas de juste une claque de temps en temps ou une fessée, qui peut parfois être un geste impulsif appliqué à un enfant quand on est débordé et fatigué. Là, on parle vraiment de mettre en place des stratégies éducatives qui vont se baser sur l'utilisation du châtiment corporel. Je valide cette utilisation du châtiment corporel comme quelque chose qui est nécessaire à l'éducation de mon enfant. Ça, c'était ce qui ressortait du discours parental. Maintenant, moi, ma question, ça a été de savoir, parce que aux Antilles, on n'est pas c'est pas le seul département en France où on considère que c'est important d'utiliser la violence. Il y a beaucoup de familles, même en France hexagonale et partout dans le monde, où on considère que c'est important. Donc, ma question, ça a été de me dire, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'héritage de notre histoire? Même les personnes qui sont, par exemple, qui étaient caucasiennes, qui ont vécu en France hexagonale, dans le contexte de la France hexagonale, qui ont lu mon travail de thèse, m'ont dit, effectivement, ton travail nous permet de mettre à jour quand même qu'il y a une spécificité de la barbarie de certains châtiments corporels. On n'a jamais entendu dans les récits de ce qui se passe en France hexagonale des enfants se faire mettre sur des planches de tôle qui ont été préalablement, par exemple, trouées avec des clous. Il faut savoir quand même que ça, c'est un châtiment qui pouvait être utilisé dans certaines familles jusqu'il y a encore pas si longtemps, et peut-être même que, et là on bascule dans le champ de la maltraitance, on n'est plus dans ce qu'on pourrait qualifier de violence éducative. L'utilisation de bâtons, l'utilisation de ceintures jusqu'au sang, l'utilisation de tous ces outils. Tu as quantifié tout ça? Enfin, tu as les résultats de ta thèse, tu les as quantifiés? En fait, on voit une différence notable entre ce qui se passe en Outre-mer et dans l'Hexagone? Alors, moi, j'ai pas quantifié parce qu'il faudrait faire des études, mais les chiffres sont là, effectivement. Il y a des taux de violence intrafamiliale, de situations de maltraitance dans les départements d'outre-mer qui est plus important. Il y a aussi une surprévalence de la violence interindividuelle, notamment par arme à feu. Et il y a déjà des sociologues qui ont fait le lien entre la violence intrafamiliale et la violence sociale. Et à l'inverse, nous avons des pays qui ont légiféré sur l'interdiction des châtiments corporels et qui peuvent montrer, après 40 ans d'interdiction, qu'ils ont diminué significativement leur taux de violence interindividuelle dans la société. Donc, si tu veux, on peut considérer qu'il y a un continuum entre le fait d'appliquer à un enfant de la violence, c'est-à-dire aussi de lui exprimer qu'on peut résoudre le conflit par la violence. Et du coup, c'est comme si l'enfant allait se structurer, allait grandir avec l'idée qu'on peut régler les conflits aussi avec la population avec laquelle on interagit par la violence. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas forcément, je veux dire, l'idée, c'est pas de stigmatiser le parent qui aurait un geste à un moment donné impulsif et qui va donner une gifle ou une fessée. L'idée, c'est de se dire, attention, quand je décide de faire sortir la ceinture à chaque fois que mon enfant va dépasser une limite, je vais lui appliquer des micro-traumatismes qui peuvent avoir, et toutes les études nous le montrent aujourd'hui, des conséquences sur son développement psycho-affectif et des conséquences aussi à l'échelle sociale. Mon souci, c'est qu'on veut régler un problème collectif en cherchant des applications individuelles. On va signaler... C'est ça. Enfin, je te laisse. C'est ça, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, la manière dont moi je vois la chose, c'est que des personnes qui sont afrodescendantes, qui sont dans la thérapie, moi je suis persuadé que ça doit être maintenant des thérapies qui sont plus holistiques. Et même la médecine commence à venir dans ça. Ils se rendent compte qu'on a une manière de soigner les gens, même en Occident, Exactement. qui est vraiment une manière. On dit, mais on devrait peut-être pas soigner avec les médicaments, appeler peut-être un psychiatre, un spiritualiste, faire une équipe comme ça, parce qu'en fait, un être humain, c'est quelque chose de complexe. Et on devrait le faire aussi. Voilà, exactement. C'est-à-dire c'est quelque chose de complexe. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et moi, je parle de personnes que je viens suivre, que les gens qui viennent me voir dans le cadre des thérapies, ils me disent souvent que, j'ai l'impression que, telle décision a été prise. Moi, je connais des personnes aussi qui ont été placées, etc. Mais ils ont l'impression, des fois, que c'est incomplet, qu'il manque quelque chose. Et j'ai l'impression que j'ai eu une personne qui avait plein de dossiers, qui connaissait pas forcément ma vie, qui s'y est pas intéressé. Je pense que même la personne qui juge, je vais juger par exemple des Togolais, je suis un Français, d'accord, oui. Mais comment un peu ça marche chez eux? Ça permettra de mieux comprendre une personne. Parce que sinon, ça va éviter d'être manipulable aussi. Oui, il faut des voilà. Et exactement pour moi. Dans les tribunaux. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes de telle origine, parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe nucléaire. Parce que quand on voit les familles afrodescendantes, c'est la haine, la violence, comme on dit. Et le fait que les familles ont été brisées, c'est ça aussi qui augmente aussi la violence. Moi, j'ai des personnes, par exemple, il grandit dans une famille monoparentale avec sa mère. Il n'y a pas de père. Il n'écoute pas. Donc ça fait une maman qui frappe au-dessus de la moyenne, parce que des fois, pour s'affirmer, elle n'a pas trop le choix. Mais il y a aussi de l'autre côté aussi, parce que si on va dans l'histoire, il y a Ptahhotep, je ne sais pas si vous connaissez, l'un des premiers philosophes connus de l'histoire qui était un Africain, qui expliquait comment des fois un père pouvait aussi corriger son fils, et quelquefois en lui mettant certains châtiments. Il y a certaines écoles françaises à l'époque où ils expliquaient que quand on avait les écoles, tu avais une tapote de règles, etc. C'est-à-dire qu'il y a une différence des fois aussi entre le parent qui met la ceinture, qui matraque l'enfant, et des fois la petite correction du garçon, etc.,
pour moi, ne pas aller dans les extrêmes. Pour moi, personne n'a le monopole de la bonne éducation. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il faut savoir écouter les gens. Il y en a qui... Moi personnellement, je suis beaucoup dans la communication, etc. Mais moi, je vais dire la vérité. On était dans un foyer où, par exemple, moi, mon père, quand il m'explique comment c'était avec le sien, déjà, je me rends compte que moi, avec le mien, déjà, ça va. Vous voyez? Donc, quelque part, nous, on n'était pas... Est-ce que moi, je veux dire que quand nous, des fois, on prenait des corrections, papa voulait nous détruire ou Nous assassiner. Je vais pas aller jusqu'à là. Être esclavagiste. Voilà, je vais pas aller jusqu'à là. Donc, il faut pour moi quand même... En fait, moi, je parlais de tolérance au niveau de la culture. Et si on suit maître, elle va faire enfermer tous ces... Mais Non. n'importe quoi. Parce que quelqu'un Non, qui non, met mais- une fessée à son enfant n'est pas forcément un criminel. Pour Oui. moi, il faut pas abuser. Tu vois? Pour moi, franchement... oui, Attends, et attends, c'est on va pas le laisser cas en plus. fait. Je pense qu'il y a un peu de préjugés et de méconnaissance du domaine de ce qui se passe dans la réalité. Parce que peut-être aussi quand on a les histoires qui nous parviennent, les gens ils disent aussi ce qu'ils veulent. Voilà, Oui. il y a toujours un Ouais. décalage entre ce qui est raconté sur les réseaux et ce qui est dénoncé et comment les gens se mettent se En placent scène. en position de victime. On a pris Exactement. mes enfants, etc. Sauf que il y a toujours une différence. Parce que parfois, moi, le premier rendez-vous, ce que j'ai pas encore lu le dossier, ce que mes clients viennent me raconter, et puis la réalité du dossier qui est tout autre. C'est dur, ça, pour eux aussi. Hein. On leur donne des choses. Et comment elle va savoir le faux du vrai aussi? S'il y a des Expliquez règlements un de peu. compte et De tout. toute façon, moi, je suis pas là pour. C'est le rôle du juge, hein, de justement de se dire, c'est quoi Le le faux du statuer. vrai. Voilà. Mais est-ce que c'est que son Moi, rôle c'est- pour toi? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que tout lui appartient à la décision, en Mais fait? ça se Bah voit oui, bien, en tout cas, qu'elle dans le droit, souscrit. oui, ça lui appartient. C'est au, Ah, ça au lui donne juge. trop de pouvoir. C'est au Il n'en a juge. pas la Alors, effectivement, il a compétence. beaucoup de pouvoir, mais là, quand on parle du juge des enfants, il est là aussi pour protéger l'enfant. Oui. Il statue pas, c'est pour protéger l'enfant parce qu'il considère que l'enfant il est en danger. En même temps, c'est aussi pour restaurer le lien, la parentalité aussi. Mais toi aussi, tu Il protèges est- l'enfant quelque part en aidant les parents. Pas forcément, parce que l'intérêt de la mère ou du père, c'est pas forcément l'intérêt de l'enfant. C'est pas lié. Parfois, c'est lié quand on est face à des parents équilibrés, voilà. Et Merci, ça va être lié. Bachois. Ils vont réussir à avoir des souhaits, accords des demandes dans cohérents. l'intérêt de l'enfant aussi, mais parfois pas forcément. Parce que le rapport Parce que que tu fais... ouais. le père ou la mère qui est violent avec son enfant Hmm. et qui est dans le déni, et dans ce cas, et qui voudra quand même rester avec lui, est-ce que non, en fait, son intérêt à lui n'est pas forcément le même que l'enfant. L'enfant, son intérêt, c'est d'être protégé et d'évoluer dans un foyer sain et sans se faire violenter tous les jours. Ouais, mais ça, on est tous d'accord dessus. Et je Oui, pense que la on est décision du d'accord, juge hein. va C'est être... clair. On est d'accord qu'un enfant, il faut le protéger. De toute façon, en tant que bantou et afrodescendant, la famille, c'est le plus important. On a tous grandi vraiment même aller en vacances chez le cousin. Donc, on a même dit, vous êtes même trop famille. Donc, la famille, c'est important, protéger les enfants. Même la spiritualité la plus accomplie chez nous, c'est papa, maman. Et quand l'enfant arrive, c'est la plus grande bénédiction qui existe. Mhm. Faut le protéger, on est d'accord sur ça. Mais la question Cependant, que les j'aimerais femmes, te ouais. poser, et ça, c'est tellement intéressant ce que tu me dis, c'est vu que ton rapport que tu vas faire au juge aura une influence, quelque part, je pense qu'un avocat ne peut pas totalement se dédonner de la décision qui va être prise par le juge parce qu'il se réfère aussi à ton analyse, ton expertise, ce que tu as vu toi-même. Parce que le juge vous demande quand même qu'est-ce que vous avez vu sur cette famille. Ah La non, maman, non, parce que moi, je vais pas dans la famille, moi, je sais pas. Je reçois Un dossier. le père ou la mère à mon cabinet, ou parfois les deux. Parfois, D'accord. si on est en assistance éducative, je peux être l'avocate des deux. Et qu'en plus, ils sont ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, je vais avoir leur version des faits. Moi, je vais leur dire, moi, je suis allée voir le dossier du tribunal, ce qui est écrit dans le dossier. Voilà ce qui vous reproche. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce qu'on peut apporter des éléments qui viennent contredire ou apporter des nuances par rapport à ce qui est écrit? Ah, donc vous traduisez plutôt ce que le couple va dire Voilà. au juge. Vous avez C'est ça. En fait, vous avez un... C'est ça. Ok, mais ça, j'apprends. Moi, j'ai une question. Moi, je pensais que vous aviez un Comment avis, Mais- vous deviez quand même dire ce que vous pensez de la situation. Ah Comment non, faire non, moi, je suis là pour social. dire Mais que justement, les c'est parents- l'intérêt de vous avoir sur le plateau, c'est aussi d'expliquer à un public qui ne connaît pas bien forcément les subtilités entre la place du juge qui est chargé de prendre la décision en fonction de ce qu'il a dans le dossier et en fait la place des avocats qui sont vraiment là pour défendre la parole de leurs clients. Ok. Et donc, voilà, l'avocat ne prend pas de décision, il amène au juge des éléments et Oui, il oui. essaye de défendre les intérêts de son client. Et quelque part, il y a une loyauté qui vous lie au client qui fait Oui. que parfois, même quand vous avez des éléments qui ne vont pas forcément en faveur de ce que vous considériez être la décision juste, mais il n'empêche que votre travail, c'est de défendre l'intérêt de votre client. Et Oui. après, là, finalement, c'est votre déontologie intérieure qui va définir jusqu'où vous êtes capable d'aller pour défendre quelque part votre client. Oui, et aussi, ça permet aussi, après, alors si on a une décision qui va pas, par exemple, ce qui était en jeu, par exemple, c'est le placement.
Voilà, ils savent, les parents sont au courant qu'il y a un risque de placement. On leur Mhm. dit, ils ne l'apprennent pas à l'audience. Ils savent Mhm. qu'il y a un risque de placement de l'enfant. Ils savent pourquoi, puisque j'ai pu aller voir le dossier, je leur ai pu faire leur Signalement. dire, voilà. Ils savent ce qui s'est passé, Mhm. ils savent ce qu'on leur reproche. Parfois même, surtout quand il y a eu un placement, il y a eu une enquête sociale. Ils ont été Alertés, Oui. il y a eu déjà Oui, Il y c'est a ça. une enquête. Il y a une T'as enquête. une on assistante leur a sociale dit- qui vient au domicile, qui analyse Voilà, ils les savent, conditions de vie, etc. Ils savent Alors- exactement ce qui Alors, se passe. ce que Quels je sont dois les dire enjeux. quand même à l'audience, parce que les gens ne se rendent pas compte, et c'est vrai qu'on est là pour enterrer des tabous, c'est que des fois, on n'a pas conscience qu'on est enquêté. Alors, des fois, c'est assez subtil. Et je pense que peut-être que vous avez connu ça. Moi- Il y a des fois, on vous dit, il y a une assistante sociale qui va venir vous aider Ouais, avec les enfants. Hmm. Elle va venir faire le ménage, vous aider un peu. Et des fois, les rapports commencent comme ça. Et Christian, Oui. moi, c'est à ce niveau que je pose la question, mais ça va plus en direction de Mais la je- psychiatre. Mais il faut peut-être Elle que apporte une nuance. Françoise Ah oui, termine ouais, son ouais. propos par rapport à Oui, du coup, j'ai oublié ce que. la défense que vous défendiez. En fait, Oui, les oui, enfants- voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Alors, effectivement, donc ils savent qu'il y a le placement. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, là, effectivement, la situation de la famille, elle est quand même compliquée. Il faut essayer de proposer au juge d'autres alternatives. Mm. Donc, un placement familial. Donc, par Dans exemple, un- l'oncle. Un autre, voilà, un oncle. Mhm. Et pour le coup, c'est possible. Hein. Et parce que, de toute façon, c'est dans la loi. Le placement, maintenant, ça doit d'abord être envisagé au sein de la famille. Donc, un autre oncle. Mm. Et donc, cet oncle-là, il faut qu'il puisse être connu des services. Mm. C'est ça le problème. C'est que, est-ce que, au moment de l'enquête, Va se ils ont, déclarer. ils ont pu rencontrer cet oncle. Mm. Comment l'oncle est paru? Parce que s'il est aussi paru dysfonctionnel, et cet oncle, on l'oublie en fait. Mais ça, c'est intéressant. Ce que vous dites là, c'est une parenthèse rapide. Mm. C'est que moi, je pense que l'appareil judiciaire, que ce soit français ou autre, s'il prend vraiment en question cette dynamique holistique, c'est-à-dire qu'il y a l'oncle, des fois c'est la tata, des fois c'est. Oui, Et même des fois, pour Parfois. dire la vérité, je suis certaines personnes qui ont été victimes, par exemple, d'attouchement. Mm. Et souvent, quand ça arrive, c'est quoi? J'étais seul. Ma mère faisait à manger. Des fois, c'est un oncle, des fois, c'est des histoires très. Et il y avait souvent personne. En fait, c'est au moment où maman fait à manger, l'autre, et il peut se glisser. Et souvent, quelque part, le nombre, on ne dit pas que ça sauve à 100%, mais il va être très difficile à un adulte de jouer avec un enfant, alors que des fois, il y a juste d'autres enfants, des oncles, le nombre aussi, et prendre aussi cette dimension-là, bon, si cet oncle-là, juste le fait de savoir qu'ils existent. Après, au niveau de la pratique, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, mais vraiment mettre ça en Il y a- avant, ça sauverait beaucoup Il y a de un temps. proverbe qui va dans ce sens disant il faut tout un village pour élever un Ouais. enfant. Oui. C'est Ouais. pour ça que moi je pose une question à la psychiatrie, mais donc le docteur psychiatre est là. mais du coup, j'ai pas fini. Ah pardon, ben allez-y. Dia, qu'est-ce que tu fais, notre invité? Mais Laisse-la j'ai- terminer. Vas-y, Je vas-y, continue. rebondirai. Mais l'idée, c'était de dire, oui, bon, du coup, il y a l'audience qui se passe. Peut-être que les alternatives, elles n'ont pas été convaincantes, ou en tout cas, c'est peut-être trop tôt pour les. Et l'enfant est vraiment en danger, donc le juge préfère sécuriser d'abord, dans un premier temps, l'enfant, pour restaurer un lien et peut-être voir comment le comportement des parents va évoluer. Et justement, puisqu'on a été à l'audience et qu'on a été à leur côté, c'est aussi, nous, on est là aussi pour après expliquer la décision. Reformuler. Et aussi faire le point et aussi de leur dire bon bah la suite, comment ça peut aussi se passer, comment ça peut évoluer, parce que vraiment en fait c'est des fois je pense que les familles où l'enfant reste placé des années, c'est parce qu'il y a eu un abandon des parents quelque part, ils n'ont pas voulu se saisir de la mesure, ils ont abandonné, ils sont restés dans leur position, ils sont restés dans leur déni, et forcément s'ils restent dans leur position et qu'ils ont raison et que tout le monde a tort, forcément la situation elle peut pas évoluer. Oui. Donc c'est aussi notre Oui. rôle, c'est aussi d'envisager la suite. Enfin, c'est pas nous notre accompagnement. En tout cas, moi, je considère que notre accompagnement ne s'arrête pas à l'audience, mais elle continue en fait jusqu'à la prochaine audience. Et c'est pas le cas de tous tes confrères, en fait. Mais non. Après, chacun, oui, Ouais, effectivement, bien sûr. sa pratique peut être Et c'est pour différente. ça que je voulais poser une question depuis tout à l'heure, c'est la troisième fois. En fait, ça s'adresse à elle, mais en fait, c'est pour de faux. C'est pour attaquer le dispositif juridique d'accompagnement et dispositif social. Comment est-ce que la psychiatrie prend en compte des caractéristiques collectives, culturelles quelquefois, ou sociales même, et de façon à ce que le choix ou bien la manière d'accompagner ou l'écoute à apporter soit informé de ce qui est le tissu familial tel qu'il est vécu et perçu par les gens eux-mêmes. Ça, c'est pour aller dans le sens de ce que Bachois disait, mais si je résumais en une question plus simple, parce que on me reproche ça aussi, à quel moment non, mais là, vraiment, c'est un sujet qui C'est passionnant. À quel moment on fait la différence entre la limite entre
le normal, le pathologique, dans un contexte qui est déjà lui-même pathologisé. Ben, c'est passionnant la question que tu poses, Dia, parce qu'en fait, c'est vraiment aussi l'intérêt de travailler spécifiquement sur cette question-là. Parce que moi, quand j'ai écrit ma thèse, je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'études en France qui parlaient de cette question spécifique des afrodescendants. Le message, puisque tu parlais aussi de l'intérêt du collectif, du fait que l'éducation, qu'il faille tout un village pour élever un enfant. Il faut savoir que c'est quelque chose aujourd'hui qui va pêcher. Hein, le fait que les familles se resserrent en famille monoparentale et une famille nucléaire qui est de moins en moins d'étayage autour de la famille, c'est quelque chose qui pose problème à la fois dans nos communautés afrodescendantes, parce que historiquement, nous avons eu l'habitude d'élever nos enfants dans le collectif, mais aussi à l'échelle de la France hexagonale en général, parce qu'un petit être humain, effectivement, est plutôt amené à se développer avec la richesse du groupe que dans ce huis clos parfois très mortifère d'une parentalité qui est maintenant résumée à un papa, une maman, en tout cas 2 parents et parfois même 1. Et donc du coup, il n'y a plus les grands-parents, il n'y a plus les générations non plus au-dessus pour amener un autre message, pour amener un peu de relief. Alors, donc ça, c'est la question du groupe, de la force du groupe. Et il n'y a pas que dans nos communautés, c'est ça que je souligne, hein, que ça pêche. Mais la deuxième chose qui ressort quand même de ce travail, c'est qu'il faut faire la différence entre éduquer et élever. Le biais de l'histoire a montré dans mon travail que, en fait, si tu veux, la plupart des parents, ils frappaient plutôt que de parler parce qu'ils voulaient faire comprendre. Ça revenait très souvent. Je veux faire comprendre par les coups. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comprendre par les mots ? Ça, c'est une question que j'ai introduit à la fin de ma question. C'est-à-dire pourquoi on considère qu'on va faire comprendre, comme on fait comprendre à un animal, comme on fait comprendre à quelqu'un qu'on veut dresser. Certains n'ont pas de mots. Alors, moi, je vais vous dire à quoi, pour moi, ça fait référence. Dans l'histoire, quand nos ancêtres déportés arrivaient sur les plantations, ils ne parlaient pas la même langue que la plupart des personnes qui étaient présentes. Le créole, c'est quelque chose qu'on apprenait en cours quand on arrivait. Il fallait faire comprendre parce qu'en plus, on n'était pas considérés comme des êtres humains. À ce moment-là, on était considérés comme des bêtes. Cette violence qui a été appliquée à l'esclave, à qui on a ordonné la créole, avant d'être une langue qui est devenue une langue poétique, c'était d'abord une langue ordinative. Tu vas faire, tu vas t'asseoir, tu vas marcher, tu vas porter. D'accord ? Il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a pas de merci. On ordonne. Et donc, à travers les coups portés sur le corps, le fouet, les châtiments corporels, le lynchage pour mater les résistances, etc., mais on fait comprendre à un enfant. On ne l'éduque pas. L'éducation, c'est partir du principe que l'enfant va être en capacité de comprendre la leçon que je vais lui appliquer. Bien sûr, à chaque âge, c'est leçon. On ne peut pas demander la même chose à un enfant de 5 ans qu'à un enfant de 14 ans. Exactement. Et parfois, effectivement, certaines personnes se disent que ça va plus vite d'appliquer ce qu'on appelle un conditionnement négatif, c'est-à-dire que si je frappe l'enfant, il ne reviendra pas faire la bêtise. Mais ça, c'est pas forcément de l'éducation, c'est de l'élevage. Et c'est avec les animaux qu'on se comporte comme ça. Donc après, à nous de savoir si on a envie d'éduquer nos enfants ou de les élever comme des bêtes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis retournée en Afrique et que j'ai été au contact des populations qui avaient été très peu colonisées, ces personnes éduquent leurs enfants. Mais... Juste un bémol. Donc la question de l'élevage, c'est quelque chose, selon moi, qui nous a été amené aussi avec notre histoire. Après, ça c'est vrai, mais après, moi, j'ai une question qui est hyper intéressante. C'est, est-ce que si tu imposes quelque chose à ton enfant, par exemple, quand il a 2-3 ans, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Par exemple, des fois, on dit, le parent doit mentir à l'enfant. Par exemple, des fois, le grand-père est mort, on ne veut pas traumatiser l'enfant, on lui raconte une histoire. L'enfant veut toucher le feu, on prend sa main, donc en gros, on lui impose, on l'empêche de toucher le feu. On le protège. Voilà, on le protège, exactement. Donc maintenant, est-ce que si tu imposes quelque chose à un enfant pour son bien, est-ce qu'on va dire que tu le maltraites ? Je tiens à dire quelque chose de très clair. Éduquer, ce n'est pas manquer de limites. Dans l'éducation, il y a le fait de poser des limites. C'est extrêmement important et merci Bachwa de le souligner. Il y a souvent une confusion quand on parle de éduquer sans violence. Attention, éduquer sans violence ne veut pas dire ne pas poser des limites à son enfant. C'est extrêmement important de poser des limites claires et parfois très fermes quand on protège. Jessica, alors tu es partisane de l'éducation sans violence ? Moi, oui. Forcément, je vais pas. Donc tu es active dans cette éducation sans violence.
Ce serait quand même contradictoire de dire, ah si, la violence, c'est bien. Alors, attention. Non, il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on est éducation contre... sans violence, mais pas sans limite. Voilà. Ouais. Je pense que... Non, mais sans ma violence, consoeur pour moi, me c'est rejoint. c'est très important. Parce Ouais. que le sans violence, moi, c'est le sans violence. Ça veut dire 0. Et c'est Oui. pour ça que je te dis, est-ce que tu es active dans l'éducation sans violence? Ça veut dire 0. Sans violence, ça Et veut dire juste, 0 quand même, violence. c'est un délit Ouais. de frapper ses enfants. Ouais, Donc, mais c'est ce qu'ils me comme ça. disent. C'est ce qu'ils me Est-ce que- disent. bah, C'est oui. important de le rappeler. Non mais oui, parce que Moi- c'est comme ça on moi, dit. Est-ce qu'on a le droit d'être raciste? En fait, c'est un. Bah oui, on a le droit. Non. Bah non. Si. Bah non, on n'a pas le droit. Non Bah, mais c'est un c'est délit. pareil. C'est un Si, délit. c'est On n'a pas le l'expression droit. du racisme qui est interdite. Mais tout le monde a le droit d'être raciste, tout le monde a le droit d'avoir des préférences. Non, tout le Funérailles monde des a le droit. tabous. Et c'est pour Non. ça que... Est-ce que- Attends, non, mais là, sérieusement, d'un point de vue juridique, Mhm. qui va t'empêcher d'être raciste, Ça, toi? c'est chaud. Qui Ah. va t'empêcher, Non, toi, mais le d'être racisme, c'est pas une opinion. Enfin, il faut que ça se manifeste Donc, quelque part. c'est ce que Donc, je si dis, quand tu vas- l'expression quand du tu vas- racisme bah oui. est interdite. Mais t'as le droit d'être raciste. Bah si personne le sait, oui. Oui. Ah, Non, là- mais non, même... mais- attends, Bah non, si c'est attends. dans ma tête, bah si. Si c'est Non, dans mais ma on tête a et le personne droit ne de le dire... sait, j'ai le droit de faire ce que je Quelqu'un a veux. dit, Mais en gros, quelqu'un a mais le en droit de gros, dire c'est- qu'il est raciste. Bah non. Ça, c'est un délit. Ah Bah bon non, C'est il un peut pas délit. dire qu'il est raciste. Moi, pour revenir à la question Bon, de mais après, moi, l'éducation- Ça répète Oui. en Il a plus. parlé, non, mais en fait, il a parlé, j'ai compris. Il a dit en gros, on a dit parce qu'elle a dit le racisme, c'est interdit. Après, lui, il a dit non, je parle de pratiquer le racisme. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas, tu ne peux Oui, pas le forcer C'est à ce que t'aimer. j'entends, ouais. C'est ce qu'il voulait expliquer. Moi, il y a un monsieur, d'ailleurs, c'est un Français, un économiste qui s'appelle Charles Gave, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, je vois un peu. Il est très pertinent des fois dans ses analyses et il a dit qu'en fait, on a retiré l'armée en France. On a retiré l'armée, on a enlevé une certaine forme de discipline. Il a dit, nous, quand on était jeunes, oui, le maître, des fois, tu savais qu'il pouvait te mettre certains petits châtiments physiques. Il y avait l'armée. Et dans l'armée, les hommes, ils ont quoi? Des châtiments physiques. Pompe, courir, ça. Et c'est-à-dire qu'on avait des hommes quand même qui avaient quand même une certaine structure. Ouais. Il y avait des réflexions. Il expliquait qu'aujourd'hui, notre jeunesse, les hommes sont complètement affaiblis. Donc moi, la question que je me pose, c'est quoi? Pour moi, quand on dit violence, qu'est-ce que ça veut dire? Violence à la personne? Dire au petit, fais 10 pompes, ça c'est de la violence? Comment on définit la violence? Par Merci, rapport à Vache. qui? Par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une génération de jeunes qui sont complètement faibles, qui ne supportent rien. La virilité n'est plus au rendez-vous. Et les femmes qui viennent me voir se plaignent de ça. Elles me disent, mais pourquoi les hommes ils sont comme ça? Je dis, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, on a dit que, à chaque fois qu'il y a une forme de fermeté, on dit que c'est pas bien. Ouais, c'est pas- Vous voyez, puis- alors que et moi, puis, je suis ouais. content aujourd'hui que mon père a une certaine forme de fermeté. Ça fait que moi, ma femme, je m'occupe d'elle. Ma femme aussi s'occupe de moi. Moi, je dis, vous C'est savez, c'est la structurant. complémentarité africaine. Ouais. Mais je suis quelqu'un, ça me gêne pas d'avoir des responsabilités, de les porter, de me dire, OK, par exemple, s'il y a un homme, il y a un attentat, je vais me mettre devant pour protéger ma femme. Je trouve ça normal. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui vont me dire que... Je vais illustrer tes propos par un exemple très clair. Par exemple, si tu as un enfant qui chahute, tu vas lui dire fermement arrête de chahuter, par exemple. Mhm. C'est de la violence. Vous voyez? Mais par contre, si tu lui dis Non. arrête de chahuter, t'es bête ou bien tu comprends rien. Voilà. Ça, c'est de la violence Ouais, ça, c'est de verbale. la violence verbale. Je te En jette fait, par la c'est fenêtre. c'est important de comprendre ça parce que moi, Ça, c'est enfin, très bien. je pense que vous le rencontrez aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve à expliquer à des personnes qui ont intégré la violence qu'elles ont reçue que les propos qu'elles vont porter à leurs enfants sont de la violence. Ah bon? Mais c'est surtout les conséquences que ça va avoir. C'est-à-dire que si je Magnifique. demande à mon enfant d'arrêter fermement parce qu'il va traverser la rue, là, je suis dans un élan de protection. Mais si je rajoute à ça, de toute façon, t'es bête, à chaque fois, tu comprends pas, tu machin, tu truc, Ou un coup sur en la fait, tête. ou un Bien coup mettre sur la en tête, temps. en fait, là, je vais ancrer effectivement quelque chose qui va être pour moi de l'ordre du poison, véritablement. C'est-à-dire que Qui va garder je rencontre tous c'est les jours des magnifique. personnes, et je pense que je crois que c'est le cas aussi, et vous, madame aussi, mais qui se sont construits avec l'idée qu'ils étaient moches, qu'ils étaient bêtes, qu'ils étaient machins, qu'ils écoutaient rien, qu'ils comprenaient pas, mais parce que, en fait, ça a été quelque chose qui a été dit par les parents avec la volonté d'éduquer, mais qui, en fait, constitue quelque chose de mortifère. Elle a touché un point essentiel. Mm. La Et violence verbale. Tu vois, la violence verbale. Violence verbale, violence symbolique. Moi, l'exemple que j'allais prendre, c'est quelqu'un qui dit arrête de parler comme ça, sinon je te jette par la fenêtre. Et il fait ça pour blaguer. Ça, c'est des choses que, quand, après, sur des textes à écrire, j'accompagne des jeunes, ils écrivent des textes, et en fait, tu as une fille de 8 ans qui t'explique ça. Et dans des textes. Ça, c'est de la violence, non? Oui, c'est c'est de de la la, violence. un haut niveau- c'est de la maltraitance, en tout cas, qu'elle subit. C'est de la violence. Que Psychologique. moi, voilà, psychologique. Et moi, ce que je me demande, c'est si on est en capacité de construire des dispositifs qui allient à la fois le psychologique au juridique, à justement du coaching quelquefois, parce que la représentation de soi, l'amour de soi, la manière de faire ça, en utilisant des éléments de la culture de l'ordinaire. Exactement. Quelquefois, ça échappe à nos théorisations. Et je crois
que ça permettrait de construire des modalités d'accompagnement jusqu'à... Des cercles, t'as dit, en Oui. gros, des Mais genres effectivement, d'ateliers. tout le monde doit prendre sa part, en fait. Tous les professionnels. C'est-à-dire qu'on Voilà. ne doit pas être les seuls. à Parce que, pour le coup, dans l'accompagnement auprès des parents, ce sont des éducateurs. Il faut que les Oui. éducateurs aussi soient sensibilisés aux spécificités culturelles, Tout etc. à fait. Les médecins aussi doivent être sensibilisés. Enfin, je veux dire que tous les professionnels qui vont accompagner les parents doivent être sensibilisés. Si il n'y a que le juge et l'avocat, c'est pas assez. Exactement. Parce que c'est pas nous qui travaillons sur la relation parent-enfant. Ce sont les C'est juste. médecins, les éducateurs, etc. C'est très intéressant ce que vous dites parce que la conclusion de cette étude, elle était de proposer aussi des solutions d'accompagnement Oui. et de prévention. L'idée, c'est pas de condamner des parents qui mettent en place des pratiques qui sont considérées comme subversives aujourd'hui, mais on s'est rendu compte qu'en fait, en mettant des parents qui, eux, avaient subi de la violence, mais qui avaient envie de remettre en question cette éducation, avec des parents qui, eux, avaient aussi subi, mais qui répétaient la violence, de les mettre ensemble et de les faire partager sur des alternatives. Parce que, Bachois, ce que tu disais, c'est, en fait, je parle, j'explique. Mais il y a des personnes qui, comme elles n'ont pas été éduquées comme ça, elles sont tout de suite dans il faut agir, il faut être ferme. Et elles n'ont pas, quelque part, appris à expliquer, voire même pour eux, expliquer à un enfant, c'est se rabaisser. Ça, c'est Ouais. beaucoup ressorti dans la thèse. Oui, mais pourquoi je vais Ouais. expliquer ? Alors, on n'explique pas pas mon tout à égal. un enfant. Hein. Il n'est Attention, pas mon il n'est égal. pas mon égal. Mais c'est vrai, il y a des choses, effectivement, sur lesquelles le parent n'a pas à se justifier. Néanmoins, je pense que c'est très important quand on veut obtenir que l'enfant, par exemple, ne soit pas tout le temps en train de manger des bonbons. À un moment donné, il faut bien leur expliquer les conséquences que ça va avoir pour qu'ils puissent intégrer et s'auto-réguler eux-mêmes. Ça, c'est. Mais si on fait que reprendre par du conditionnement négatif, un jour, le gamin, il va avoir accès dans la rue à un paquet de bonbons, il va se jeter dessus. Ouais, Parce que, en fait, il n'aura pas intégré le Le pourquoi, pourquoi. le Le sens pourquoi. finalement que ça va avoir. Donc c'est très important, je pense aussi, et c'est un beau projet peut-être à mettre en place, d'accompagner des familles qui sont en fait, si vous voulez, c'est là l'ancrage aussi. C'est-à-dire que c'est de génération, c'est dans l'inconscient. C'est-à-dire que les gens vous disent, mais moi je ne sais pas comment faire. Je n'ai connu que ça quelque part. Et là, il y a quelque chose d'intéressant que je dois relever, c'est que vous voyez là encore le petit problème culturel. Nos parents, quand ils disent mon enfant n'est pas mon égal, c'est parce que la colonisation est passée par là. Parce que moi, quand un enfant, quand il arrive, on dit que c'est un ancêtre qui revient. Donc ça peut tout à fait être ton arrière-grand-père qui est là. Donc moi, des fois, et moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand on essaie, les grands-mères, les tantières, elles disaient ah, Papa. Papa, tonton grand-père. tel à Zongui, Ouais. ah tel à Zongui. Donc elle parlait, mais elle t'appelait des fois par exemple d'un oncle. Quand elle voyait tes pieds, elle voyait marcher, elle dit non, là je retrouve. Et Il j'ai n'a pas le même statut juridique dans la manière dont, Hmm. à l'échelle de la famille, on se comporte avec lui, ce qu'on attend de lui. Voilà. Et tu la vois façon que- de léguer des choses. Et tu vois que le comportement, du coup, avec l'enfant, après, ça, c'est nos traditions. Les Occidentaux, chacun sa tradition, sa manière de voir les choses. Mais quand tu pars du principe où c'est possible que ça soit un ancêtre qui est revenu, tu ne te comportes pas avec lui, on dit qu'un enfant, c'est un esprit puissant. De fois, on dit, ah, c'est lui qui va sauver la famille. Non, c'est vrai. Et là, Et quand j'ai on une accueille question. l'enfant, C'est très est-ce que tu vas manquer de respect au sauveur de la famille? Tu vas lui montrer ses limites. Par contre, moi, je suis une personne, je crois en la fermeté. Et on a oublié quelque chose, c'est le sexe de l'enfant. Par exemple, moi, je le vois. Moi, tu sais, vous voyez, quand un petit garçon, une petite fille, c'est pas la même chose. Quand il y a mes petits-neveux qui viennent, quand ils s'ennuient, qu'est-ce qu'ils font? Et là, hormis même mes neveux, je parle même de mes amis qui sont arabes, européens. Les petits garçons, en général, ils jouent à bagarre, comparer, qui est le plus fort, qui est la testostérone nous pousse toujours à nous tester. Les filles, elles jouent, mais c'est aussi une autre manière de réagir. Moi, c'est quelque chose que je vois. Quelque part, on a toujours voulu dire qu'on est pareil. Moi, pour moi, l'homme et la femme, on est complémentaires, on n'est pas pareil. Voilà. Moi, je vois maître esquisser un J'aime sourire. bien les sourires. et Vous voyez pas c'est les pour ça que sourires je des jeunes questionne, je questionne l'universalisme, la profession de foi universaliste de l'Occident, qui quelquefois, comme je le disais au C'est ça. départ, fait avoir un regard de surplomb sur Exact. ce qui n'est pas ça. Et à ce titre, on parle de créer des dispositifs différents, de manière à accompagner l'enfant au plus proche de ses besoins. Moi, c'est pour ça que je travaille avec la parole, les mots. C'est précisément pour faire sortir et puis équiper sur le plan du pouvoir social des petites filles, des petits garçons. Mais aujourd'hui, on va vers des sociétés où même l'aspect genré semble être prohibé quelquefois. Pose problème. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais je pense que on gagnerait à continuer à marcher vers plus de reconnaissance de la... Je ne vais même pas dire la culture, parce que là, on pourrait se dire c'est du communautarisme, les nègres, ils font toujours ça. Non. Oui, il y en a qui considèrent qu'on est des nègres. Césaire, il pensait ça. Non, mais attends, une petite parenthèse. Pourquoi on va loin? Il y a un chercheur, et lui, c'est un chercheur européen. Il s'appelle Boris Cyrulnik. Il a dit qu'ils ont fait une analyse par rapport aux enfants, et ils ont constaté que le comportement des bébés garçons, leur colère, leur manière, on parle de majorité, parce que des fois, il y a des garçons qui sont aussi beaucoup plus posés, et des femmes qui sont beaucoup plus agressives. Il a dit en majorité, le comportement des garçons, un Européen,
Il a dit, désolé, on a fait des recherches scientifiques, est différent du comportement d'une fille. Est-ce que les filles voulaient accepter? Et Parce ça- que là, vous restez un peu Non. silencieuse Alors, depuis un moment, dès moi, qu'on n'a pas l'air de parler de si je genre. peux là. intervenir, mais je ne vais Mais pas j'avais rester pas trop longtemps fini, sur en cette fait. question-là. Oui, je vois bien que- C'est juste vous dire que, selon moi, s'il y a des différences, c'est pas forcément un problème. Et Mais c'est bien vrai sûr. que Mais dans c'est le une discours, puissance. et c'est vrai que dans le discours, je suis souvent amenée à discuter de cette question-là à l'heure où aujourd'hui on essaye effectivement on est dans la pensée qu'il n'y aurait pas forcément un déterminisme. J'ai pas forcément suffisamment étudié sur la question et donc je peux pas prétendre avoir un avis d'un point de vue scientifique sur cette question-là. Mais moi, quand bien même je les observe, ces différences, et c'est, pour moi, ce n'est absolument pas un problème. Il n'y a pas de problématique tant qu'on est complémentaire et que chacun est à sa place. Exactement. De même que j'ai rencontré des personnes qui, effectivement, ont un sexe biologique féminin ou masculin et qui ont pourtant Une énergie très... une énergie et Oui, qui se ouais, bien sûr. sentent pas forcément appartenir à existe, leur genre. bien Donc sûr. pour moi, en fait, là où certaines personnes, effectivement, peut-être, c'est peut-être une... Voilà, on est dans ce moment où il y a besoin peut-être que chacun essaye de former un peu ces catégories. Quand j'accompagne des personnes, moi, l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où chacun se sent bien dans son corps et est à sa place, il n'y a pas forcément de problématique. Bien sûr. Et du coup, voilà, c'était juste pour aller sur cette On va essayer de faire C'était quand même un bien tour qu'elle de ait table, interrompu. parce qu'on va Mais voilà, bientôt ce que je finir. demandais, c'est de la même manière qu'il y a eu, à un moment, 99 reconnaissance du pacte pour permettre à des gens qui sont du même genre avoir une vie en commun. On reconnaît ces spécificités dans l'universalisme européen aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas reconnaître la place de Ngouba, l'oncle, l'initiateur, le frère de la mère? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas tenir compte du fait que, en absence du père, le frère du père peut jouer un rôle et que, en priorité, on aura donc cette équipe pluridisciplinaire, faite autant d'éducateurs, de médiateurs, de psychologues, de psychiatres que d'autres gens qui accompagneraient. Moi, c'est peut-être pas finançable aujourd'hui surtout, mais j'aimerais vraiment m'interroger sur la façon dont le droit, qui est censé précisément protéger et quelquefois poser des limites même pour protéger, tient compte du côté holistique de la personne et de la communauté. Et à mon sens, c'est une réflexion que les juristes, tels que vous, qui opérez avec... C'est une avocate, hein, parce que bon, Ouais, pardon. faut faire Avocate. attention. Faut faire attention. Tels que vous... Parce qu'il y a des maltraitances dans les foyers aussi. Hein. Moi, je Oui, suis pas c'est- répondant. Oui, justement. J'ai ça, des c'est- gens ça- qui ont été placés. Tu vois, c'est un Ouais, sujet ça, qui- c'est peut-être un qui- sujet qu'on reprendra dans On une enlève prochaine de la émission. famille pour l'envoyer. Ouais, une bien sûr, réflexion bien que je sûr, me bien lance sûr, comme ça. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si tu as compris sa question rapidement. Bah, de toute façon, oui. Enfin, oui, à un moment donné, il faut bien désigner des représentants légaux. Enfin, les parents, sont les représentants légaux. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls à intervenir dans la vie de l'enfant. En fait, c'est ça le problème. Et peut-être je rebondis aussi sur le fait qu'on aime bien stigmatiser par exemple, les familles monoparentales. Mais c'est pas parce qu'elles sont le seul référent, elles sont le seul représentant légal de l'enfant, que ça veut dire qu'elles sont seules. On peut être une famille monoparentale, enfin être une mère seule qui élève ses enfants, enfin, en tout cas être le seul parent référent, mais être ancré dans une famille élargie où il y aura plusieurs figures parentales. En fait, des fois, on confond tout. Il y a des familles qui sont à deux, mais elles sont isolées, elles sont seulement à deux pour élever leurs enfants. Vrai. Et alors, dans ces cas-là, les enfants peuvent aussi ne pas être complet parce qu'il n'y a que deux personnes. Là où la mère, peut-être qu'il sera seule, mais aura une famille élargie autour d'elle pour l'aider, etc. Fonctionnel. Et donc, l'enfant aura plusieurs figures parentales. Et s'il y en a une qui est défaillante, il y en aura d'autres pour compléter. Merci. Mais effectivement, oui, dans la loi, il faut un représentant légal ou deux. Normalement, c'est les pères et la mère ou les deux parents. S'il y en a qu'un, c'est un. S'il y en a plus, et justement, c'est là qu'on va faire appel à la famille pour revenir, le conseil de famille, enfin la famille proche, effectivement, pour venir aider cet enfant à continuer à se développer. Il y aura peut-être un référent ou plusieurs, mais moi, je vois pas enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas un Après, problème. là, il y a une petite chose que je voudrais dire. N'oublions pas que le monde, justement, c'est la différence. Moi, tout ce que j'ai dit par rapport à la conception de l'homme et la femme, parce que chez nous, comme je dis, on a le féminin sacré, le masculin sacré. Vous voyez, c'est que moi j'explique toujours. Je dis, mais si nous, comme on voit la femme chez nous, on la voit vraiment à un niveau. Ouais, une divinité. Voilà, c'est là où le physique, tu sais, l'esprit. Voilà, on a une conception. Mais ça, c'est nous. Il y a les Indiens, il y a les Chinois. On n'impose rien à personne. Et je pense que Dia, ce qu'il voulait expliquer, c'est que, est-ce qu'il y aurait possibilité, vu qu'on est en Occident, et qu'en vrai de vrai, il y a plein de familles qui ne retourneront jamais en Afrique. Et aussi, faut dire la vérité, il n'y a pas que du mauvais en Occident, parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'arrivent pas à communiquer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certaines procédures judiciaires qui ont permis
de protéger de certains parents toxiques, de certains incestes, de certains... faut dire la vérité, il n'y a pas que du mauvais, tu vois. Maintenant, la chose, c'est que, est-ce qu'on pourrait, et c'est là la petite piste de réflexion, réfléchir à un système, parce que je pense qu'il n'y a pas que des Occidentaux fermés, il y a des Occidentaux qui sont ouverts, avec vos apports par rapport aux Antilles, par rapport au Cameroun, par rapport à la diaspora, à rapporter quelque chose qui pourrait aider nos familles, Une belle pour qu'on puisse conclusion. voir les choses de manière plus... pour le bien-être. Ouais. Une très belle conclusion. Non, mais en tout cas, c'est une très bonne conclusion, là, Bachois. Je vais quand même laisser aussi, je vais vous laisser vite fait terminer. Peut-être un dernier mot, Jessica? Oui, sur la lignée de ce que dit Bachois, c'est-à-dire que je pense que c'est important qu'en tout cas dans notre communauté, cette question de est-ce que ce que je transmets à mon enfant, c'est vraiment lié à ma culture? Parce que moi, souvent, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais chez nous, c'est comme ça. Chez nous, on tape les enfants. » Depuis quand? Depuis quand? Posez-vous la question, je ne vais même pas répondre. Posez-vous la question, depuis quand, en Afrique, on chicote les enfants jusqu'au sang? C'est une question que je pose. Pour répondre à cette question, j'invite à chaque afro-descendant à véritablement aller à la source, à ce qui s'est passé dans notre histoire avant la rencontre avec la barbarie et la violence du Caucasien, parce que c'est le Caucasien que nous avons rencontré dans cette barbarie, dans cette violence. Et savoir qu'aujourd'hui, ce que l'on considère comme une méthode éducative qu'on a complètement intériorisée parfois, en fait, c'est quelque chose qui est, à mon sens, plus lié à notre histoire et qui nous nuit, parce que les violences liées aux maltraitances ou aux violences éducatives, on a de nombreuses études aujourd'hui qui montrent l'impact que ça a sur le développement du cerveau de l'enfant qui est plus impulsif, qui maîtrise moins ses émotions, qui sera dans une souffrance par l'accumulation de micro-traumatismes et qui est plus à risque de répéter les violences dans son lien avec les autres, que ce soit au niveau de la société, de son épouse ou de l'enfant. Un dernier point, c'est que l'homme amputé de son pouvoir pendant l'esclavage et la colonisation a eu malheureusement la petite sphère de pouvoir qui lui maintenait, c'était la sphère familiale. Et la surprévalence des violences intrafamiliales dans nos communautés qui sont décrites dans les études aux États-Unis et aux Antilles, parce que nous avons des chiffres très alarmants sur cette question-là, ça pourrait découler du fait que, castré de son pouvoir social, l'homme a tenté de reprendre un pouvoir par la violence sur ses conjoints et ses enfants. Et nous avons à nous réparer de ça parce que véritablement, nous n'avons pas toujours été dans cette violence systémique et sociale. Wow. Vas-y, Dia, rapidement. Cette réparation, pour moi, passe par la réappropriation d'un outil symbolique qui est en fait le langage, la communication, pour passer de l'élevage et revenir à l'éducation. Super. C'est peut-être un ministère de la rééducation qu'il faut créer, qui intègre toutes ces questions-là. Mais je pense que autour de la table, on a produit des éléments qui devraient permettre à ceux et celles qui sont des acteurs de terrain, comme nous, de poursuivre simplement ces réflexions. Françoise, un dernier mot? Oui. Maître. 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 C'est vrai, t'as raison. Elle a de la matière. Non, hein. elle a raison. Vous avez raison, maître. Alors. Je plaisante. Oui, moi j'aimerais juste te rappeler qu'en fait le droit il n'est pas là pour, contrairement à d'autres matières, hein. Je pense au droit du travail, droit commercial où il y a beaucoup de règles et le droit il est là pour vraiment régir les relations. En droit de la famille, c'est pas le cas. Le droit il est là pour poser un cadre. Et justement, on considère que c'est la famille, donc à la tête le père et la mère, ou la femme et l'homme, ou les parents, voilà. C'est à eux de faire comme ils souhaitent. Et même dans les jugements, c'est toujours sauf meilleur accord entre les parents. Oui, c'est vrai. Donc voilà, dans le droit, il est là vraiment pour protéger, poser un cadre et protéger quand justement on se sépare ou quand l'enfant, voilà, il est là vraiment pour protéger et il ne faut pas en avoir peur. Merci. Ok. En tout cas, merci pour ces mots, maître. C'est vrai que c'était un épisode assez spécial qui m'a beaucoup touché et on a essayé d'apporter nos solutions. Vous avez peut-être des solutions aussi. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager justement cette vidéo. Si vous avez des soucis aussi au niveau familial ou des questionnements, vous avez maître qui pourra peut-être vous répondre. Et vous avez aussi tous nos intervenants en fait qui ont des spécificités bien à eux. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. On dit à très bientôt et pensons plutôt à nous éduquer. Je pense que c'est le mot qui m'a beaucoup touché. L'éducation à la place de l'élevage. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle forme d'éducation avec les funérailles des tabous. Au revoir.